Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Jean-Claude Dacier est là, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste. Gilles Maintré, essayiste, bonsoir. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci. Bonsoir, voilà, Laurence. Mon cher Louis. Bruno Jeudi de Paris Match. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Est-ce que vous êtes prêt pour parler de ce qui se passe à gauche avec cette alliance chaud, là. entre le Parti Socialiste et la France Insoumise? Accord annoncé aujourd'hui qui doit être validé demain au bureau national du Parti Socialiste. Pas sûr que cela passe. La gauche qui prépare la législative pour l'instant. Oui, on entend que la gauche en tout cas. Vous avez raison, on n'entend pas Emmanuel Macron, on n'entend pas Marine Le Pen, on n'entend pas la droite. On entend que la gauche et Jean-Luc Mélenchon, ils auraient tort de se priver. Écoutons Manuel Bompard. Et l'unité à gauche qui se rétablit, enfin ça dépend des avis. Néanmoins, elle est bien partie. Écoutons Manuel Bompard de la France Insoumise qui explique cette volonté d'union. Si on est en capacité de se regrouper et de se rassembler aujourd'hui, c'est en respectant l'autonomie, le pluralisme, parfois des visions qui ne sont pas exactement les mêmes, des histoires qui peuvent être différentes. Et toutes ces histoires, elles sont utiles si on veut constituer la majorité dont on a besoin pour gouverner ce pays. Donc nous, on respecte chacune de ces histoires et il n'y a aucune volonté et personne ici n'a cherché justement à faire disparaître qui que ce soit. Bruno Jeudi, quand il dit toutes les histoires sont utiles, on n'a pas exactement la même notion de... C'est un euphémisme. Il y a parfois des gouffres entre ce que pensent les uns et les autres sur certains sujets. Comment est-ce qu'ils vont réussir à trouver des points de convergence ? C'est la dure loi des alliances, Laurence. Les forces politiques ont été établies par les talons de la présidentielle et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon ont plié le match à gauche. Donc aujourd'hui, soit ils décident de s'accorder sur un texte, sur une plateforme bricolée, ce qu'ils sont en train de faire, mais qui part quand même grosso modo du texte, du programme des insoumis, avec quelques aménagements obtenus par les écolos, toute petite amélioration par les socialistes, mais globalement c'est le programme des insoumis et les alliés le font pour essayer de sauver ce qu'ils ont à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en gros une trentaine de députés pour le Parti socialiste, une quinzaine pour les communistes et rien du tout pour les écologistes qui, paradoxe, ont le plus gagnent le plus dans l'accord puisqu'en fait ils ont ensuite réparti ça quasiment, j'allais dire en fonction des résultats de la présidentielle. Verts, c'est ça, hein, oui, c'est à peu près ça. Donc c'est soit il y a un accord électoral, soit il y en a pas. En 2017, il y en avait pas eu. Chacun était allé sous ses couleurs. Cette fois-ci, le rapport est tellement à l'avantage des insoumis que les autres s'y ont... Vous savez, le PS subit exactement ce qu'a subi le parti radical qui domina la 3e et la 4e République et qui, en 1972, est allé l'accord de Kousse, se sont divisés en deux. Il y a le parti radical de gauche qui est allé signer le programme commun de François Mitterrand et Georges Marchais. Et puis les autres, les Valoisiens, on appelait ça comme ça, le parti radical valoisien, s'est rapproché du centre droit. C'est un parti qui a disparu. Donc la scission menace aujourd'hui le PS entre et la disparition aussi, donc. Ceux qui veulent aller chez Mélenchon et ceux qui ne veulent pas. Jean-Claude Dacier. C'est un miracle puisque quand même les insoumis et les socialistes ne se fréquentaient plus. Ils étaient irréconciliables depuis au moins 15 ans. Là, ils se mettent d'accord en 3 jours. Alors, on va regarder le programme, on va regarder les objectifs. Mais évidemment, tu as raison, il s'agit de ce qu'on a dit depuis plusieurs jours, d'un accord électoral. Cela étant, je ne vais pas prendre leur défense, mais quand vous faites le score qu'a fait la candidate socialiste, combien? Moins de 2%? 1,75. 1,75. Il n'y a plus de bonne solution. Non, il n'y en a pas. C'est fini. C'est fini. Bon, ou ils vont dans leur coin et partent chacun reste là où il est et puis ils vont aux législatives de leur côté, ou ils essaient de faire renaître, comme on l'a dit, en 3 jours, un semblant d'union de la gauche pour essayer de sauver quoi? Leur présence dans la vie politique française, c'est pas nul. Et puis la finance, et puis l'argent, pour essayer d'éviter le dépôt de bilan et bon, vous gagnez de l'argent quand vous êtes candidat, il y a suffisamment de candidats, plus les députés qui donnent une cote-part, etc. C'était la vie ou la mort. Maintenant, est-ce que la mort sera épargnée au socialisme tel qu'il est revu et corrigé? Je n'en sais rien. Il y a un certain nombre d'authentiques sociodémocrates qui vont sans doute leur faire un bras d'honneur, dire non à cet accord et partir. Bernard Cazeneuve annonce quitter le PS. Voilà. Ça a commencé à voir quand même comment se fera l'équilibre des choses. On verra ce que va donner le vote. Moi, je ne me risque pas de faire un pronostic demain du Conseil national. Louis. Voilà, mais le Parti socialiste vit évidemment des heures noires et n'a évidemment pas signé un accord, comme ils le disent, historique avec la France insoumise. Louis de Ragnel, ça peut passer demain au Bureau national ?
Je resterai très prudent par rapport à ça. Aucun pronostic. Ce que je sais, c'est que ça va être serré. Non, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez l'alliance de deux partis que, en théorie, tout oppose sur des sujets fondamentaux. Ouais. Sur, par exemple, le nucléaire. Ça, c'est un sujet fondamental, vraiment de clivage. C'est pas, on débat pas de plus ou moins 1% sur la taxe sur les couverts en plastique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un sujet sérieux. Il y a des désaccords fondamentaux sur, par exemple, les questions de sécurité. Vous avez la France insoumise qui souhaite l'abrogation, par exemple, de la loi sécurité globale, là où le Parti socialiste, tel qu'il existait encore il y a peu, Bernard Cazeneuve, quelqu'un comme Manuel Valls, sont très attachés qui n'est plus au PS. Je parlais au passé justement, et je les englobais tous les deux, même s'ils n'ont pas quitté le PS au même moment. Et donc, voilà, il y a des sujets vraiment c'est pas des sujets de clivage, c'est vraiment des sujets de rupture. Et c'est vrai que cette alliance est complètement improbable, et on comprend bien que le seul objectif, c'est d'essayer de sauver quelques meubles à n'importe quel prix. Ensuite, le deuxième sujet, ça m'amuse. Je trouve il y a un côté peut-être un peu pathétique de voir les pseudo, entre guillemets, anciens socialistes verser des larmes de crocodile pour expliquer que ces socialistes-là trahissent la gauche de Jaurès, de Blum. Attendez, de quoi on parle et de qui on parle? C'est aujourd'hui, quel est l'état du Parti socialiste? Quel était l'état du Parti socialiste même il y a 5 ans? Et même ça remonte à il y a très longtemps. Pour moi, la rupture se produit en fait un peu avant le quinquennat de François Hollande, au moment où il y a le rapport Terra Nova qui est publié, qui est très intéressant, donc par la Fondation Terra Nova, et qui explique que comme le Parti socialiste a perdu l'électorat populaire, il doit aller chercher le vote communautaire. Et à partir de ce moment-là, pour moi, la vraie trahison, entre guillemets, de l'appareil socialiste par rapport à sa cause historique se situe à ce moment-là, puisqu'ils abandonnent l'ADN historique du Parti socialiste. On est remonté donc aux années 2000... Je ne l'ai plus en tête, je crois que ça devait être en 2013, 2014, peut-être que à vérifier. C'est un peu avant. C'est sous le. Même peut-être c'est avant 2012. Mais la rupture, elle se situe vraiment là. Et donc, l'abandon par le Parti socialiste du vote populaire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout a vrillé. Est-ce que Gilles Maintré, c'est un accord contre nature à vos yeux? Donc c'est une victoire de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il se taille la part du lion. Il réussit à récupérer sous sa houlette pratiquement l'ensemble des partis de gauche, puisque même le NPA, qui n'a pas encore signé, mais en train de rejoindre l'accord. Donc c'est vraiment, on a l'impression qu'il gagne sur toute la ligne. Mais question, est-ce que c'est pas une victoire à la Pyrrhus? Est-ce que ça va pas se retourner contre Mélenchon lui-même? Parce que la victoire de Jean-Luc Mélenchon, elle s'explique par une radicalité de son programme, où il a réussi à fédérer une grande partie d'un électorat anti-système qui considère que ce système ne représente plus, ne prend pas en compte un certain nombre de préoccupations, qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités. Il avait fait une grande aspiration à la démocratie directe, c'était le cœur de sa 6e République, avec une constituante. On fait revenir le citoyen au centre du débat. Et qu'est-ce qui est en train de devenir la France insoumise? Eh bien, un parti au Parlement, un parti de plus. Il a construit une fédération. Mais en fait, le coordonnateur d'un intergroupe. Enfin, non, il y a la 6e République, justement. Ça fait partie des points parce qu'il n'y a pas d'accord programmatique, puisqu'ils ont dit qu'ils vont annoncer 100 mesures samedi prochain, et je vous parie qu'il n'y aura pas la 6e République dans les 100 mesures. Et donc, il devient le parti coordonnateur de l'intergroupe des différents groupes qu'il y aura à l'Assemblée nationale. Donc la République des partis. On fait une toute petite pause, on y revient parce que c'est un point très intéressant. On en revient dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline. On continue à parler de cet accord entre le PS et la France insoumise. Certains, parmi les caciques du Parti socialiste, s'élèvent contre cette alliance qu'ils jugent contre nature. Écoutons Jean-Christophe Cambadélis. L'IGFOR a une stratégie depuis 4 ans. Il estime que le Parti socialiste n'est plus en capacité de donner le là à gauche, qu'il faut faire des accords. Un jour c'est avec M. Glucksmann, un jour il faut s'effacer devant M. Jadot, un jour il faut débrancher la candidate Anne Hidalgo pour Mme Taubira, et puis aujourd'hui il faut être derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc cette secondarisation du Parti socialiste ne permet ni de gagner les élections, ce qui est vraiment dommage, ni au Parti socialiste d'exister. Moi, j'appelle les socialistes à résister, à combattre, à essayer de faire en sorte que cet accord soit repoussé. Et après, au contraire, je dirais aux socialistes, faites en sorte que dans le prochain congrès, il y ait une ligne de rupture avec cette intégration dans la Mélenchonie. C'est un peu le barreau d'honneur, Jean-Claude Dacier, de tous ces caciques du PS. Les éléphants. Cambadélis, voilà. Les éléphants qui n'ont, je voudrais pas être désagréable, mais enfin qui n'ont plus 20 ans, qui ont vécu une bonne période pendant laquelle ils ont gouverné.
Quand vous regardez le programme, quand on verra les détails, je suis même pas sûr dans le programme de monsieur Mélenchon, je suis pas sûr qu'il conserve par exemple la loi El Khomri. Donc on va très loin quand même. Je crois que celle-ci, elle sera vraiment dans l'accord. Hein. Eh bien, peut-être. L'abrogation de la loi El Khomri, oui, parce que tous les socialistes qui ont signé l'accord là l'ont voté cette loi. Oui. Donc j'attends de voir quand même dans le détail demain ou après-demain ce qu'il y a. Par curiosité, plus que en disant mon Dieu, ils vont gouverner demain. Alors, attendons quand même de voir comment vont réagir les militants de gauche. Je pense qu'ils vont prendre ça comme pas si mal que ça quand même. Quant aux électeurs, qui ne sont pas tous des militants de gauche, qui peuvent voter à gauche sans être militants, je ne sais pas s'ils vont tomber dans le panneau et considérer que on voit l'union de la gauche renaît et tout est reparti pour un tour, ou s'ils vont quand même considérer que même si on peut justifier le fait de sauver un certain nombre de circonscriptions, pourquoi pas, de là à ce qu'ils soient prêts ensemble à gouverner, ce serait évidemment pas sérieux. Gilles Maintré, ça peut redonner envie aux électeurs d'aller voter ou pas? Peut-être au contraire l'inverse. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait vu son score s'effondrer en 2017 entre la présidentielle et la législative, parce que précisément ce qu'il incarne et le projet qu'il porte est un projet pour la présidentielle. C'est un projet de changement de régime, de changement même de rapport à la politique, de recours au référendum, à la démocratie directe. Et donc son électorat ne se retrouve plus après dans la législative en disant alors qu'est-ce qu'on fait? On va élire un groupe qui va faire quoi? Qui va cohabiter avec d'autres groupes qui ont rien à voir. C'est quand même une coalition de partis qui ont vraiment des visions, même sur l'institution, très différentes. Et en prenant l'exemple d'Aymeric Caron aujourd'hui, des coalitions. On en a déjà vu, ils sont rarement tous sur la même ligne. Non mais je dis pas que c'est la coalition macroniste, elle va quand même des LR aux écologistes. On parle de l'électorat LFI, qui est un électorat particulier, et c'était ce qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon, c'est à faire revenir un électorat plus populaire, de zones périphériques, plus jeunes, vers le vote, qui ne se retrouve pas du tout dans les mécanismes de coalition. Et notamment parce que justement, on agrège des gens qui ont des conceptions différentes de la démocratie. Quand Aymeric Caron, aujourd'hui, c'était la polémique de la journée, parle du permis de voter. Il avait dit ça en 2017. En 2017. Bien sûr, il avait dit en 2017. Mais c'est intéressant, parce que le permis de voter, précisément, c'est cette idée que c'est l'argument massue contre la démocratie directe. Tout le monde n'a pas les bons arguments pour voter. Il ne vous aura pas échappé que nous vivons sous l'empire du scrutin majoritaire. Si vous ne faites pas d'accord, vous n'atteignez pas la qualification pour le second tour. Je réponds à la question de Laurence. C'est simplement est-ce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont voter plus, vont moins s'abstenir, vont aller derrière lui? Je vais vous dire un truc, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 ne sont pas allés aux législatives. Oui. Il a fait 19,5%. Exactement. Ils étaient plus que 11%, 17 députés. Exactement. Donc Mélenchon, je vais vous dire un truc, Jean-Luc Mélenchon, c'est simple, cette fois-ci, il change de stratégie, il ouvre, il essaie d'obtenir cet accord pour espérer avoir plus de députés. Il en a 17 sortants, c'est très peu. Il en veut quoi, une cinquantaine, une soixantaine? Il en veut le plus possible. En gros, sur la base de ce qu'ils sont en train de négocier, on voit bien que c'est une cinquantaine, une soixantaine de députés. Ce qui se joue aujourd'hui, et on verra si le Rassemblement national se réveille, parce qu'ils n'ont pas l'air de faire campagne. Les Républicains, ils ont 100 sortants, je ne suis pas sûr qu'ils sauvent leur sens. C'est le premier groupe d'opposition. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Bien sûr. C'est ce qui se joue avec cet accord, et c'est ce que veut Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais je suis pas sûr que c'est ça que veut son électorat. Son électorat ne cherche pas à voter pour le premier groupe d'opposition. Il cherche à changer de système, et c'est là qu'il risque. Son électorat, il essaie de ne pas le démobiliser, ce qui avait été le cas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais pas seulement les siens, ceux de Marine Le Pen et ceux de tous les partis d'opposition, parce que dans notre système où les législatives suivent la présidentielle, se mobilisent grosso modo les électeurs du président élu, cette fois-ci réélu, et assez peu les autres camps. Ouais, mais par rapport à ça, moi je suis convaincu que cette fois-ci les électeurs de LFI vont aller voter. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon leur a fait la promesse complètement illusoire d'imposer une cohabitation. Mais il y a un défi. Attendez, pour tous les autres partis, il n'y a pas de défi. Le défi, c'est simplement d'être nombreux. C'est pas un défi en soi. Enfin, c'est pas ça qui mobilise des gens. Politicien, ça. Je suis bien d'accord avec vous, Bruno. Mais quand la promesse de la cohabitation et en fait laisser entendre que les électeurs LFI peuvent réellement prendre le pouvoir et qu'en réalité la présidentielle, c'était pas très important. Ça, pour le coup, je pense que c'est un impact extrêmement fort. La deuxième chose, pour Emmanuel Macron, ça change à peu près tout quand même d'avoir comme première force d'opposition la France Insoumise. C'est pas un groupe comme les autres. Non, mais c'est pas du tout pareil d'avoir comme groupe d'opposition les Républicains ou le PS classique avec qui on peut discuter. Là, pour le coup, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon, son unique objectif, c'est de faire vivre un enfer politique à Emmanuel Macron. C'est d'utiliser tous les ressorts législatifs, réglementaires qu'il a à sa disposition pour le
le pourrir. Ce qui n'est pas du tout la logique du Parti socialiste ou des Républicains. Parfois, il y a de la joute, parfois ça se tend, parfois c'est dur, mais à la fin, on se retrouve entre guillemets entre gens corrects. Je dis pas que les gens de la France Insoumise sont pas corrects, mais le dialogue est possible de manière continue. Avec la France Insoumise, c'est une rupture. Il y a quand même, on parlait de la composition de la France Insoumise, il y a quand même des indigénistes qui sont clairement des gens qui haïssent, qui détestent tout ce que représente à la fois Emmanuel Macron, Christian Jacob, les électeurs de droite du PS classique. Ils vomissent tout ça, ils vomissent ce que vous êtes, ce qu'on est ici autour de ce plateau. Donc donc c'est plus du tout la même chose d'avoir comme force d'opposition en face de soi la France Insoumise ou des partis dits classiques qui aujourd'hui sont beaucoup plus faibles. C'est vrai que le Parti socialiste a depuis des décennies une longue pratique des courants et leur capacité extraordinaire à les faire vivre. Quand on regardait de près, il y avait des contradictions qui étaient très sévères. Incarner un courant de gauche. Après une bonne nuit, on faisait la synthèse et on partait. Il y a quand même une pratique gouvernementale. Une partie de ces gens-là ont gouverné. Et le gros bémol, je te rejoins, le gros bémol quand même là, c'est que les partis socialistes, tout ce qu'il en reste, tout ce qui a négocié, on verra ce qui en sortira, ils se sont calés sur le plus radical, les plus radicaux d'entre eux. C'est pas quand même Mélenchon, il n'a pas tout balancé à la rivière pour avoir cet accord. Mais Mélenchon revendique d'avoir fait bouger le centre de gravité de la gauche sur la rupture. Question, comment vont réagir. Et c'est fait depuis ce matin. Comment vont réagir les bons vieux électeurs socialistes qui n'habitent d'habitude ne mangeaient pas de ces soupes-là. Jean-Claude, qui sont-ils? Jean-Claude, il aura beaucoup plus... Attends, Jean-Claude, le Parti socialiste, il a fait moins de 2% à la présidentielle. Il est encore très présent dans les régions. Non, mais Jean-Claude, les socialistes, pour ce qu'il en reste, c'est simple. Ils ont le choix, comme dirait Jean-Christophe Cambadélis, entre la réédition ou la disparition. Non. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que le reste, c'est la marginalisation. C'est la marginalisation, le reste. Le PS sera présent dans quoi? Donc 70 circonscriptions. 70 circonscriptions. Et d'ailleurs, François Hollande dit 507 circonscriptions sans socialistes. C'est pas la fin de l'histoire. Non. Moi, je crois pas du tout à la fin de l'histoire parce qu'il y a un sujet dont on parle pas, c'est le poids des dissidents. Il y a beaucoup d'élus socialistes qui ont un ancrage local, territorial, dans le Nord, dans le Sud, en Occitanie. Regardez ce que fait Carole Delga. Elle a très bien compris ce qui est en train de se passer. Carole Delga à suivre. Exactement, à suivre, et comme vous dit Jean-Claude. Et du coup, in fine, c'est pas du tout sûr que le Parti socialiste, par rapport à son ADN, soit réellement totalement déstructuré. Je crois que il y a des candidatures dissidentes. Pas tous en même temps. Aujourd'hui, un groupe parlementaire, il faut 15 députés. Le seuil n'a cessé d'être rabaissé d'année en année. Et moi, vous connaissez la fin de l'histoire. Mais c'est pas totalement exclu. Ils seront battus. La multiplication. Mais en Occitanie, je suis pas sûr du tout. En Occitanie, moi, je suis convaincu que les candidats que Carole Delga va investir, pour la plupart d'entre eux. Haute-Garonne, combien de députés socialistes lui la dernière fois? Oui, ça a je sais pas le chiffre de la Haute-Garonne, mais en Occitanie, c'est quand même une terre de gauche. Elle a remporté les régionales. La REM avait fait une mais c'est vrai que c'est une coalition de vaincus. Mais moi, je suis pas convaincu que le PS disparaisse. Bien sûr, il y aura des dissidences. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Cambadélis. Il a dit c'est soit la réédition, soit il faut s'opposer par tous les moyens, y compris par d'autres moyens. Donc ce sera des candidatures dissidentes. Mettez-vous à la place, par exemple, de Lamy El Aradj à Paris. Elle s'est fait élire en 2021 sur son nom. Elle gagne le scrutin démocratiquement face à Daniel Simonet. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu un accord dans lequel elle n'était pas partie, on lui a dit non, c'est Daniel Simonet parce que c'est la meilleure amie de Jean-Luc Mélenchon. Et donc merci, s'il vous plaît, de ne plus bouger. On va voir ce qu'elle va dire. Ça ne m'étonnerait pas. Moi, je serais l'ami à la rage. Évidemment, j'irai. Et peut-être gagnera-t-elle. Voilà, et peut-être gagnera-t-elle. C'est là où ces accords d'appareil ont une. Les limites de l'accord d'appareil. Ça fonctionne. Il y a quand même mais il y a une vision un peu vue de Paris où on essaye de projeter un cadre théorique où on se dit que tout va marcher partout et il y aura qu'un seul candidat de gauche partout. C'est pas forcément vrai. Et en fait, ce qu'il y a de plus fort dans ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, c'est l'idée qu'il n'y ait plus qu'une seule candidature de gauche dans les circonscriptions, ce qui fait que, vous savez, d'habitude, la gauche part toujours divisée. Il y a 3-4 candidats qui parfois font des petits scores, mais à la fin, c'est ce qui fait que la gauche n'est pas présente à l'Assemblée nationale. Et bien, le fait d'avoir une candidature, forcément, voilà, ça permet de rassembler plus de voix. Mais s'il y a des candidatures dissidentes, s'il y en a un peu partout, alors j'en sais rien, peut-être que c'est moi qui rêve, on verra, mais ça veut pas forcément dire que Jean-Luc Mélenchon va avoir plus de 100 députés et que c'est joué d'avance. Une petite pause, on se retrouve dans un instant, je vous emmène à la piscine à Grenoble, du côté de chez Eric. Pour faire du dos crawlé.